C'est la force la plus intense, la plus féroce, la plus puissante qui a jamais été dans la World Wrestling Federation. Il a électrisé les foules avec une sensation d'intense allégresse. Pendant des semaines, le bruit a couru qu'il allait revenir. Et maintenant, son destin est connu. Cette semaine, on a une nouvelle très importante concernant le seul et unique Ultimate Warrior. Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom Et que est de la Hanson voix, GF, et que de la voix. en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme qui a presque plus de voix, l'homme au mollet d'acier de Molitator. Mais comme dirait Sylvain Grenier, mon ancien partenaire. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, on a fait 6 minutes d'intro. Ouais, ben écoute, plus on en rajoute, moins on a de contenu. C'est ça qui est extraordinaire. Un de Hey, mes invités, un des invités que j'ai tantôt, là, il faisait référence à plein d'affaires du podcast dans l'entrevue. On le salue, sûrement l'écoute, toutes sortes d'affaires. C'est cute, c'est le fun. J'ai hâte d'entendre ça. Bonne fête des papas. On est dimanche pour nous, là. Oui, on enregistre dimanche, mais là, diffusion mardi, fait qu'on brise un peu la magie. Mais bonne fête, toi aussi, Marc. Ben, merci. Dire que tes deux fils sont plus célèbres que toi. Oui, c'est correct. S'ils peuvent l'être encore plus, ça va faire mon affaire parce que le bonhomme, il est brûlé. Hey, tu combien à partir de demain, donc lundi, jusqu'au 21 qui est vendredi, sais-tu combien qu'on a d'écoles? 13. 16. 16, wow! 16 écoles en 5 Incroyable. jours. Fait que c'est des 6 heures le matin à 5-6 heures le soir, 5 jours en ligne. Ceux qui nous voient sur YouTube en ce moment doivent se demander, est-ce que tu vas être habillé de la même façon pour animer tes écoles que présentement? Non, mais honnêtement, je suis fatigué, je suis brûlé. Ouais. Puis j'étais allé acheter un foyer chez Costco, puis j'étais allé dans la piscine, je me suis ouvert une bière avec un cigare, puis là, je jouais ton texto, j'ai fait « Shit, j'ai oublié Hanson. » Et baba. Hey, petit cachetier, là, changement de sujet. Parle-moi donc de Simmania à Sainte-Madeleine, le cowboy James Storm lui-même qui va être présent. T'étais-tu là quand on l'a vu à Slammiversary? Ben oui, on a jasé avec backstage. Bon, là, moi, je me souviens d'avoir jazzé. Jasé avec, mais je ne savais pas si tu étais là. Parce que souvent, quand je jase avec les personnalités, toi, tu vas faire ton pipi ou changer ta couche. Fait que je n'étais pas sûr. J'étais là, mais écoute, belle surprise. Oui, écoute, moi, j'ai toujours aimé le cowboy. Et là, on parlait que Kevin Beru était pour être là. Puis j'ai dit, oh boy. Le faux cowboy contre le vrai cowboy de Nashville. Cowboy contre cowboy. Oui, monsieur, le duel. Là, non, je suis bien content. Les billets sont en vente depuis vendredi dernier sur lepointdevente.com. Oui. Admission générale, 25 $. Il y a des billets premium, les premières rangées. Je pense que c'est 40 $. Table VIP disponible. Okay. Je suis bien content. C'était lent à partir parce que je suis tellement occupé avec M. Fun. Mais Gilbert Delorme va être là. On a également, on va rendre hommage à Tiger Jackson qu'on a eu il y a 2 semaines. Ça m'a donné l'idée. Tabarouette, il a tellement fait Dink et d'autres personnages. J'ai dit, c'est un gars de la Rive-Sud, on va y rendre hommage, on va lui faire passer une belle soirée.
Bon, mais écoute, hey, tu me fais penser, là, j'ai vu le poster. C'est Ouais. très beau. Handsome GF dans le centre du poster. Enfin, tu as compris que ça prenait Handsome GF sur tes posters pour vendre des billets. J'ai hâte de voir si tu vas m'aider à vendre des billets sur la Rive-Sud. Je vais t'aider. Il faudrait que j'aie un combat pour ça parce que là, j'ai vu le fin finaux à Ben, Gilbert Delorme. t'en as un, t'es en plein centre. Oui, mais j'ai-tu un combat parce que moi, j'ai Oui, défié oui, Gilbert Delorme, l'homme tough, supposément de la Rive-Sud. Il est sur le poster invité spécial. Est-ce oui. qu'il a peur d'affronter Handsome GF? Je t'en ai parlé la semaine passée. Il se fait opérer. Il peut pas. Le médecin ne veut pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que, Il est allé chercher un billet de médecin pour pas affronter Handsome GF. C'est pas comme toi dans le incroyable, temps, ça? comme toi dans le temps, polyvalente, mais lui, c'est un vrai. Wow, wow. Ben, je vais affronter qui, moi, dans ce cas-là? Ça va s'appeler le défi de Mr. Fun International Top of the World, The Original. Vintage depuis 1958, self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, Dom Tater, comme dirait mon ancien partenaire Sylvain Grenier, tous les gros ont des bons mollets. J'ajouterai à ça sourd, aveugle, amnésique, amnésie, Non. mesdames, messieurs. Pas pire? T'as oublié Sénile, mais là, Ah, si tu présentes le combat comme ça, il va me rester, quoi, 2 minutes pour lutter? ça va être parfait parce que t'es pas à faire plus. Bon, contre qui je lutte? C'est ça l'histoire. C'est un défi OK? que je te prépare. Je te prépare. Je te dirais, prépare-toi mentalement, sois en forme. Ça va être Toujours en important. forme. Toujours en forme. Oui, oui, ça, les gens l'ont dit. Et là, je veux te donner les détails de la carte, mais je reçois tellement de messages le temps qu'on se parle. Un feu roulant. Marc est si populaire. Si les auditeurs savaient à quel point ta vie, là, Eh ça boy, va vite. j'aimerais tellement ça relaxer un peu. Alors, on a parlé que Gilbert Delorme serait là comme invité, personnalité spéciale. On a parlé également que nous aurons Tiger Jackson. Et Oui. là, je devrais arriver là-dessus, là, Colin. Je Hey, tu l'avais fais tu fais tantôt. du temps, là. Tu parles vide, là. Les Oui, auditeurs, ils s'en rendent compte que tu cherches quelque chose, là. oui, oui. J'avais la carte devant moi, mais Mais où? mon T'as gars perdu, m'envoie tellement t'as de. perdu la carte, Marc. C'est ça l'histoire. Ouais, 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 ouais. Ça va vraiment bien. Je Ouais. suis vraiment content. Écoute, on demandera à David Ouais, Jouan, David Joint Dépôt. il devait nous envoyer tous les commentaires négatifs pour qu'on puisse les lire parce qu'il y en a eu une tonne, puis il y en a qui sont vraiment, vraiment méchants. Mais je pense que David a oublié. Fait Des que commentaires méchants sur Simmania ou. non, 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 sur Warrior. Ah, ben c'est ça, on n'a pas dit cette semaine l'épisode du Ah, ben, podcast, c'est c'est sur le tous. Ultimate Warrior. Ben oui. Fait que tu veux-tu que je finisse? J'ai trouvé ma carte. Ah ouais, accouche! Alors, on a Jessica Black qui va affronter Drea Mitchell. On a les frères Gray contre les Pink Panthers International. Ah, ça va être bon. Kevin Beru contre James Storm. On a Handsome JF dans un défi. Oh, là, je ne le dirai pas. Comment il s'appelle Ah, le défi? je ne le ferai pas, là, Ah je ouais, t'ai non, ah ouais, soufflé. non, ah ouais, non, Puis ah ouais, non. il manque le combat d'ouverture qu'on travaille. Fait qu'il va y avoir 6 combats plus l'hommage. Ça va être une très belle soirée. N'oubliez pas, c'est à Sainte-Madeleine, vendredi le 12 juillet. Oui. Billets disponibles sur le pointdevente.com. Et c'est une structure incroyable qui couvre tout l'événement. Alors, il y a un toit, mais je trouve qu'un toit, ça fait vraiment ordinaire. Mais c'est une structure qui couvre cette glace. Et nous, on prend toute la patinoire et on fait un bel événement beach party avec ça. Ça va Beach être party, vraiment comme dans le temps des beach parties, c'est quoi? Il faut pas manquer ça, exactement. là. Exactement. Puis c'est drôle parce que hier, je voyais Pierre Laporte, un gars de Belleuil qui devrait avoir sa table VIP, Trans-Québec, celui qui fait des shows du Grand Prix, puis qui fait l'écran géant, puis c'était un big shot de la Rive-Sud, puis c'est moi qui l'ai parti en business avec les beach parties, c'est quoi? Écoute, on le salue et sûrement à l'écoute. C'est une belle plug que tu viens de lui faire. Oui, oui, oui. Fait que c'est un peu ça. Ça qui se passe pour Simmania 6. J'ai bien hâte, bien hâte. Bien hâte d'attaquer d'aplomb toute la pub, les commandites, puis tout Ouais. ça. Fait que ça va être une grosse semaine pour les deux. On va essayer de rejoindre Max, notre ami Max, le meilleur courtier, Max Bacon. Tu vas pas jouer encore? Ah, Seigneur, c'est pas évident. Pas évident. Ça se peut pas. Hey, bye. Hey, Bye Marc, bye. on Oui. saute dans le vif du sujet cette semaine. On parle The Ultimate Warrior.
Ouais, écoute, c'est un personnage qui a marqué les gens. Ce que j'ai vu, euh, ben, premièrement, moi, je dois te dire que ça n'a pas été un de mes préférés. Non? OK. Il était tellement dans sa bulle et dans son personnage, mais de mémoire, me semble que j'étais là lorsqu'il s'appelait le Dingo Warrior, OK. par après qui est devenu Ultimate Warrior. Euh, écoute, c'est sûr que un peu comme Hulk Hogan, c'est un gars qui a comment je pourrais dire ça? Son aura, son personnage était plus fort que ses qualités athlétiques, C'est malgré que clair. c'était tout un athlète, là. On Oh oui. s'entend là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui en parlent. Moi, j'en parle également, je pense, avec Martin en entrevue. J'ai une tablette là, pleine de figurines. Puis, tu sais, il fait partie. J'ai Hogan, j'ai Macho Man, j'ai Ultimate Warrior, j'ai NWO. Tu sais, il fait partie des personnages qui ont marqué C'est clair. ceux de mon époque, en tout cas, c'est bien évident. L'as-tu déjà passé en entrevue, là, dans les fameuses cages où tu passais les entrevues? T'en rappelles-tu? Oui, ben oui, ben oui. Puis Souvent? il arrivait dans ces cages-là et il parlait pas quand il disait go. Tu sais, il était dans ces entrevues-là. Ah, il disait n'importe Puis, quoi. ah, Seigneur, qu'on se disait, il en fume-tu du bon? Tu Oui. sais, mais écoute, il parlait aux dieux. C'était ça. Fait que, Fait que je sais pas, ben oui, je t'ai connu, tu sais. je te demanderai pas si tu avais une bonne relation avec lui puis si tu as eu la chance d'aller prendre un verre avec lui. Non, m'en pas parce que non, on le voyait pas. Non, les années que j'étais là, 86 à 90, 91, là, 90 surtout, euh, on le voyait arriver, faire les entrevues. Mais j'ai quand même sur cette tablette-là une photo de lui et moi. OK? Alors, j'imagine que si j'ai demandé de prendre des photos avec du monde, il est venu, il ne devait pas être si pire que ça. Ah oui. Fait que c'est ça. Tu montreras ça, on demandera à David peut-être de la mettre sur le groupe. Intéressant, toi et le Ultimate Warrior. Deux personnes avec des physiques aussi impressionnants. Exactement, exactement. Mais je ne sais pas si. Tu sais, il y en a plusieurs des entrevues qu'on a perdues, là. Ouais, ouais, Mais ouais, c'est ça. on verra bien. On verra bien. OK. Puis qui on a comme invité cette semaine là, pour nous parler de l'Ultimate Warrior? Ben, comme je le disais tantôt, Martin à Loulou, je l'étudie ou c'est avant qu'on enregistre. Ah, Ah, Lou, 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 Lou. Martin Aloulou, qui est un de ceux qui a écrit un commentaire positif. Puis, Tabarouette. oui, puis j'étais content, je voulais l'entendre. Alors, mais avant, c'est Oui. sûr que le professeur Bertrand Hébert nous donne, quelqu'un qui ne sait pas c'est qui Ultimate Warrior, écoutez cette entrevue-là, tu vas savoir comment s'est passé l'accouchement avec sa. Non, je pense qu'il ne va pas là. Eh, bah, boy. Hey, sans plus tarder, on écoute la chronique historique avec le professeur Bertrand Hébert. On est content de retrouver Bertrand Hébert, dit le professeur, l'homme à la grosse main, comme à chaque début d'entrevue. C'est toujours le moment que tout le monde attend. Comment ça va, mon Bert? Zoom, ils veulent que je dise OK que tu m'enregistres. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est le fun qu'aujourd'hui, on peut s'accepter, hein? Eh oui. Écoute, Bertrand, aujourd'hui, on se parle de vraiment un personnage. Jim Elwig, dit le Ultimate Warrior, qui a déjà été le Dingo Warrior. Il y a tellement de choses qui se sont dites au sujet de lui. Il y Wow! a, il y a plusieurs biographies, plusieurs DVD, dans certains cas auxquels il n'a pas participé. Un très célèbre qui s'appelle The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, euh, qui, qui- qui a conduit à une des nombreuses poursuites entre Jim Elwig et la WWF, là. Parce que En c'est fait, un livre de la WWF. non, c'est un DVD que la WWF avait sorti, OK. qui était un documentaire avec une compilation de combats où, en le fond, on plantait le Warrior. Ouais. Donc, il n'était pas le genre à se laisser faire. Ce que les gens savent peut-être pas, c'est que sa carrière commence quand même
au milieu des années 80, donc en 85-86, après la création de ce qui était Power Team USA, qui était 4 gros gars musclés. Il y en a quand même 50% qui vont devenir des vedettes, donc, dont lui, avec son partenaire Steve Borden, mieux connu sous le nom de Sting, qui vont faire équipe ensemble, d'abord sous les Freedom Fighters, Jim Justice et Flash. Et ils vont se transformer ensuite en méchants parce que, étant très, très green en termes de lutte, donc très inexpérimentés, c'est difficile de faire quoi que ce soit avec eux. Donc, ils deviennent des méchants, ils deviennent les Blade Runners, basés sur le film du même nom. Et là, cette fois, Sting va prendre son nom. Mais Jim Hellwig, lui, va être connu sous Rock et Sting, les Blade Runners. Ils vont faire sous la tutelle de Eddie Gilbert. Les gens se souviendront que j'ai mentionné Eddie Gilbert comme un des premiers bookers à la ECW. Donc, toute une tête de lutte malgré ses problèmes personnels. Va être leur gérant durant un certain temps. Et quand ils vont transférer vers la UWF de Bill Watts, ou Mid-South Wrestling, il va toujours être leur gérant. Mais Bill Watts n'est pas le patron le plus facile à vivre et après 6 mois environ, lorsque Bill Watts tente de donner des amendes à Jim Hellwig, ça ne marchera pas. Donc là, c'est là qu'il va partir et puis il va se diriger plutôt vers World Class Championship Wrestling. Donc, World Class Championship Wrestling, c'est la fédération mère là, des Von Erich, des frères Von Erich, des gens qui se souviendront qu'on a parlé du film Iron Claw. D'ailleurs, il y a une mention en lien avec Jim Hellwig dans le film, parce que Jim Hellwig et Kerry Von Erich étaient de grands amis suite au passage du Warrior dans cette fédération-là. Et quand Kerry Von Erich sera avec la WWE, les deux vont voyager ensemble très, très souvent, vont même faire équipe à quelques reprises. Donc, ça, c'est pour faire des liens avec les anciennes chroniques. Mais bon, sa carrière, là, il est le Dingo Warrior avec World Class Championship Wrestling et c'est de ce personnage-là qui va transférer à la WWF. Donc, les gens à Montréal, entre autres, vont se souvenir que la première fois qu'il a lutté à Montréal, il s'appelait le Dingo Warrior. Moi, j'ai fait des entrevues avec le Dingo Warrior. Tu as fait des entrevues avec le Dingo Warrior, et voilà. Donc, c'était son nom d'origine. Bon, Dingo, c'est un chien sauvage de l'Australie. Bon, c'était effectivement peut-être pas, ça fitait dans la storyline de World Class à l'époque. Mais effectivement, c'était pas nécessairement ce qui était le plus facile à marketer ou à être marketable avec la WWE. Donc, on va en arriver à ce consensus-là pour rendre ça court comme histoire. Et il va se dire qu'il n'est pas juste un warrior, il est the ultimate warrior. Et c'est là que toutes ces entrevues célèbres vont arriver, justement, où les voix, les échos, les tremblements, les shakes, et souvent des choses. C'est fascinant de réécouter ces entrevues-là aujourd'hui parce qu'effectivement, tu l'écoutes parler, puis tu n'es comme pas capable d'arrêter. Mais si tu t'attardes à ce qu'il dit, tu dis de quoi il parle. Exactement. Donc, tu as l'impression qu'il en a fumé du bon. Mais force est d'avouer qu'il représente l'archétype super-héros lutteur ultime auquel Vince McMahon rêvait à cette époque-là. Et durant la période où il va devenir, là, à WrestleMania 4, il va affronter Hercule, il va battre Hercule, et après ça, il va avoir le championnat intercontinental, il va être la personne qui va détrôner Honky Tonk Man à SummerSlam et devenir champion intercontinental, donc le plus long règne de champion intercontinental à l'époque. Ce qui n'était pas rien là, comme victoire. Quand on parle que quelqu'un dans une position d'être celui qui est invaincu depuis si longtemps puis que personne ne réussit à battre, d'être la personne qui vient faire ça, ça te donne toute une réputation. Et en plus, il l'a battu dans le temps de le dire. Là. Il est rentré, il l'a planté, puis Honky Tonk n'a même pas enlevé son sou. Mais c'est mémorable. C'est un moment qui est totalement mémorable, SummerSlam 88.
Là, à WrestleMania 5, il va perdre la ceinture contre Ravishing Rick Rude. Et juste pour vous démontrer jusqu'à quel point le booking était pensé relativement loin en avance, c'est-à-dire que Rick Rude prend cette victoire-là, va reperdre la ceinture contre le Warrior, mais cette victoire-là de Rick Rude sur le Warrior était pensée parce que, ultimement, lorsque Warrior deviendra champion du monde, le premier adversaire qu'on présente au Warrior comme challenger, c'est Rick Rude, parce que Rick Rude dit « Moi, je t'ai battu ». Donc, et là, on est quand même plusieurs années en arrière. Là. Donc, à WrestleMania 6, c'est l'affrontement des Titans. Là, c'est le choc des Titans. C'est Hulk Hogan contre le Ultimate Warrior au Skydome. C'était champion contre champion. Les deux ceintures en jeu. Du jamais vu. Je pense pas que du revu depuis comme tel. Warrior va sortir du Skydome comme le nouvel héritier, la nouvelle face de la compagnie, avec les deux championnats. Dans un match qui, moi, m'a marqué. J'étais au forum sur écran géant pour voir ce match-là. Pourquoi ça t'a marqué? Moi et mon frère, on n'a jamais été des fans de Hulk Hogan, là, des maniaques finis de Hulk Hogan, mais le Warrior, lui, on l'avait commencé à le suivre dans les magazines du temps qu'il était le Dingo Warrior. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un peu les deux sont des lutteurs à capacité réduite, mettons. Oui, mais je pense que le personnage du Warrior étant tellement proche du super-héros, tellement proche des Road Warriors aussi également, là, qui apparaissent quelques années avant lui, les magazines étaient très, très bons à cette époque-là pour ce type de personnage-là. Les gars devenaient over sans avoir lutté un match. Tu les avais jamais vus. Moi, j'avais des posters des Road Warriors, puis je les avais jamais vus lutter encore. Je cherchais à trouver des combats. Quand Lutte internationale a annoncé qu'il s'en venait, je capotais. Parce que les magazines m'en avaient déjà fait des vedettes. Et le Dingo Warrior, c'est un peu ça qui s'est produit. Les gros posters dans le magazine, le make-up, là, tu lis les histoires de ce personnage-là dans les magazines. Les magazines avaient une force incroyable à cette époque-là pour créer des vedettes en avance. Donc, quand lui arrive à la WWF, ben là, c'est la seule lutte qu'on a accès. Donc, il devient rapidement notre gars là, à ce moment-là. Donc, et on n'est pas au stade de fans pour voir les limitations du lutteur. On est plus dans la personnalité, le personnage, l'excitation. Je veux dire, si Ultimate Warrior était dans tes préférés, après qu'il ait planté Honky Tonk Man, il tombait en haut de la liste. Là. Ouais. C'est sûr. Donc, c'est des moments fantastiques. Donc là, c'est là que ça va un peu se gâter, par contre. Il y avait toujours cette histoire de salaire-là. Parce que dans la lutte, là, la hiérarchie salariale, puis les gens ont toujours... D'ailleurs, j'en parlais avec PCO hier soir. Les gens ont toujours... lorsqu'on parlait de Slam Anniversary, les gens ont toujours l'impression, parce que les lutteurs sont à la télé, qu'ils sont tous riches. Et parfois, les lutteurs arrivent dans ce milieu-là et pensent que parce qu'ils sont à la télé ou la vedette, ils vont être ultra riches. C'est comme le gars qui gagne 100 000, il pense qu'il devrait en gagner 500 000. Le gars qui gagne 500 000 pense qu'il devrait gagner 1 million. Le gars qui pense qu'il gagne déjà 1 million, lui pense qu'il devrait en gagner 10. C'est toujours comme ça. Économiquement parlant, c'est pas toujours réaliste. Puis, on peut penser que le champion du monde faisait des millions. Ça n'a pas toujours été le cas. Steve Austin, à son apogée, faisait 10 millions par année. Ouais. Fait que si on se retourne 5-10 ans en arrière pour le Warrior en 90, clairement, Warrior était bien loin de ces 10 millions-là parce que quand Austin a frappé 10 millions par année, c'était le mieux payé de l'histoire. C'est ça. Donc, c'est un peu l'échelle qu'il faut se mettre en tête puis oublier l'image puis le spectacle, puis essayer de penser en réalité. Donc, ça cause des frictions. Il va exiger un contrat où il ne pourra jamais être le moins bien payé, où il va être payé la même chose que Hulk Hogan va être payé, mais Hulk Hogan, lui, va être payé plus. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, la chicane va pogner. Le rêve d'un promoteur. Le rêve de tout promoteur, la chicane pogne. Puis là, tu te dis, ben, va-t'en donc chez vous.
Donc, le Warrior, après le combat contre Randy Savage à WrestleMania 7, parce qu'il faut quand même lui accorder, le WrestleMania 6, c'était un autre combat, tout autre moment pour lui, mais le combat avec Macho Man à WrestleMania 7, j'en ai toujours la chair de police. C'est le Chair de retour. police. C'est la réunion avec la belle Elisabeth à la fin du combat qui vient sauver Macho Man de la Scary Sherry. Ils vont avoir quand même tout un combat qui se veut à l'époque le combat de retraite de Macho Man, ou la défaite de Macho Man le force à la retraite. Donc, jusque-là, ça va relativement bien. Par contre, effectivement, après ça, on lui a enlevé la ceinture en début d'année, on l'a mis sur Sergeant Slaughter, on revient à Hulk Hogan un an plus tard, alors qu'à WrestleMania 6, le plan était vraiment de phaser out Hulk Hogan et de garder Warrior comme la nouvelle phase de la compagnie. Mais on se souviendra que Vince était toujours un peu rapide sur le trigger de dire quelqu'un est fini, puis il est trop vieux. Donc, ça fait partie des frictions que tout ça cause. T'es mon homme, t'es plus mon homme, t'es mon champion, t'es plus mon champion. À un moment donné, les égos se froissent. C'est sûr. Donc, Warrior va prendre un temps mort un certain temps. Bien sûr, Warrior est le poster boy pour la prise de produits illicites. On peut le voir à l'œil dans certains cas, tellement les différences dans son corps sont énormes, à un point tel que lorsqu'il fait un retour à WrestleMania 8 pour venir sauver Hulk Hogan de Papa Shango et de Sid Justice, Papa Shango, les gens vont penser que ce n'est pas le même Ultimate Warrior, que c'est un nouveau, que le vrai Ultimate Warrior est mort et qu'il a été remplacé par une doublure. C'est un bout que moi, j'ai pas vu ça. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il est arrivé encore plus gros ou moins gros? Non, plus petit. Plus petit. Plus petit. Okay. Yeah. Puis une coupe de cheveux différente. Je pense que c'est la coupe de cheveux qui throw off un peu les gens, là, parce qu'avec le make-up puis la coupe de cheveux, il y a comme une face différente un petit peu. Mais bon, on ne rentrera pas là-dedans. Monsieur, madame, tout le monde, des fois, ont la facilité à ne pas reconnaître ou à ne pas voir l'évidence parfois devant leurs yeux. Donc, mais ça va durer, ça aussi, le temps d'une chanson. Après SummerSlam, là, il y a encore une histoire de salaire, de contrat, de je vais être payé autant qu'Hulk Hogan. On va finir par y faire son match avec Hulk Hogan en équipe contre Slaughter, Aaron Sheik en Colonel Mustafa et Sheik Adnan, un 2 contre 3. Puis un coup que le match est fini, Vince va congédier le Warrior. Donc, c'est... Là, on parle de quelle année exactement? Ça, on était à SummerSlam en 92, 13. Ah, okay. 13. Okay. Après, ouais, ça doit être 93 après Wembley en 92. Donc, c'est le fameux 93, le procès des stéroïdes et là, tout ça en même temps. Tout ça va débarquer. Là, on pense que le Warrior ne reviendra jamais. Rendu là, déjà. Mais à WrestleMania 12, on nous annonce le retour du Ultimate Warrior contre Triple H au Hunter Hearst Helmsley à cette époque-là. Donc, on s'attend à un bon match et finalement, le Warrior va tout simplement donner la volée à Triple H. Un squash, un bon vieux squash comme on les appelle. Fait important à noter, Sable fait ses débuts dans ce match-là. Elle est là dans le coin de Hunter Hearst Helmsley et ce qui va la conduire à l'angle où elle va se retrouver gérante de son conjoint Mark Merrow. Mais bon, ça va durer 4 mois. Et là, le Warrior va tout simplement arrêter de se présenter. Bon, là, il va dire que son père est décédé, mais son père et lui ne se parlaient pas. C'est un peu vague, mais il y a des histoires d'argent, puis encore là-dedans, puis de demandes que la WWF n'était pas prête à lui accorder, puis que lui croyait qu'il méritait. Donc, à partir de là, ça va aller en 98. Et là, il va y avoir des rumeurs et des rumeurs de retour d'un bord ou de l'autre, soit avec WCW, soit avec WWE, au point tel que même la WCW va avoir sa copie. Là, cette fois-ci, on va avoir vraiment sa copie, le Renegade.
qui va avoir Ouais. un look similaire, qui ressemble à Jim Hellwig, puis qui va faire une gimmick similaire. Même au début, c'était le Renegade Warrior. Bon, Pardon. c'est ça. C'était une copie, une pâle et pas très bonne copie du Warrior, ce qui n'est pas Mais peu dire en soi. c'est ça. Ça, je m'en allais te dire. C'est tant qu'à copier. Je pense pas que le gars avait le charisme. C'est sans compter qu'en plus, ben, tout le monde dit, ben là, tu essaies de faire une copie du Warrior. C'est souvent une bonne recette pour que le monde embarque pas en tout dans ton histoire, mais des fois, les bookers ou les promoteurs se disent Ça on y pourrait va, marcher. on continue. C'est l'époque où Hulk Hogan désire effacer ses défaites avec la WCW ou refaire les meilleurs angles qu'il a déjà fait avec ses amis. Mais le Warrior est toujours celui qui veut pas y aller parce que ses demandes sont toujours incroyables. Donc, mais finalement, en 98, on va réussir à avoir le Warrior à la WCW. Ça va durer quand même relativement court comme période. Ça va quand même nous amener un combat important à Nitro en 98, alors que Bret Hart et Hulk Hogan vont affronter les Blade Runners, alors que Sting est le Ultimate Warrior, qui se fait connaître sous le nom de Warrior seulement à la WCW, puisque c'est devenu son nom légal. Donc, pour contourner la situation, Jim Hellwig va changer son nom pour Warrior. D'ailleurs, sa femme... Ça, les gens, quand on parle de ça, des gens disent arrête, là. Les gens ne croient pas ça. C'est incroyable. Le nom de famille le nom que sa femme a pris au mariage, c'est Dana Warrior. Puis ses filles au Warrior, leur nom de famille, c'est Warrior. Donc, il a payé, il a fait tout le processus légal pour changer son nom. Parce que tu ne peux pas empêcher une personne de faire sa carrière sous son vrai nom. Aussi simple que ça. Donc, c'était une façon pour lui là, de contrôler sa propriété intellectuelle. Parce que Dingo Warrior, le look, les bandelettes autour des bras, tout ça, c'est tout lui qui a développé ça avant d'arriver à la WWE. Ouais. La seule chose qui ne lui appartenait pas, c'était le moniker, le surnom Ultimate Warrior. Ouais. Mais il va donc faire ça. Ça va durer là aussi le temps d'une chanson. La fédération va fermer. Ça va fonctionner moyennement. Hulk Hogan va avoir sa victoire, donc il va battre le Warrior à Halloween Havoc pour égaliser leur score à 1-1. D'ailleurs, ils vont pratiquement tenter de répéter mouvement par mouvement le combat de WrestleMania 6, pas toujours avec un énorme succès. Ils vont aussi aller long, tellement long dans leur match que lorsque la finale entre Diamond Dallas Page et Goldberg va arriver, on va manquer de temps d'antenne sur le pay-per-view, ce qui va coûter des millions de dollars en remboursement à la WCW. Si ma mémoire est bonne, je suis à RDS avec le tourneur un dimanche soir. Je ne sais pas si c'était dimanche soir, les événements, ou un samedi soir, oui. Là, mais on enregistrait pour, comment ça s'appelait, Indigo? Indigo Télé à la carte. Et puis, je me souviens de ça, que voyons donc, ça vient de finir, il n'y a plus rien. Blackout. Et là, au lieu d'offrir l'édition complète plus tard, on va décider de donner à Nitro le main event entre Goldberg et Diamond Dallas Page, que personne n'a vu parce que le temps d'antenne s'est coupé. Et bien entendu, ce qui va faire que moi, le premier, je vais demander un remboursement à ma compagnie de câble et l'événement ne m'aura rien coûté. Et ben là, on parle, mais encore une fois, quand c'est pas tes dollars à toi, des fois, les décisions, on a décidé d'attirer un rating à Nitro avec le combat Diamond Dallas Page contre Goldberg. Et bon, là, c'est un peu la fin de sa carrière. En 2008, il va faire son dernier combat, quand même. C'est 10 ans plus tard. Un combat en Espagne contre Orlando Jordan, qui venait de terminer sa run avec la WWF. C'est un promoteur indépendant qui voulait absolument le Warrior. Et on peut imaginer qu'avec les demandes du Warrior, c'est pas un combat qui a dû
rajouter des pinottes. Le combat est disponible en son entièreté sur YouTube. Vous pouvez chercher ça, Ultimate Warrior Espagne, dernier match 2008. Vous allez trouver là, environ 30 minutes. Puis la production est quand même excellente. Il y avait un plan là-dedans d'avoir une fédération à temps plein à l'international avec le Warrior comme tête d'affiche, qui avait quand même encore une force d'attraction qui demeure. D'ailleurs, on va le voir à son décès dans la fin de semaine de WrestleMania 30. Le retour du Ultimate Warrior pour accepter le temple de la renommée est un moment que les gens chérissent, surtout avec comment tragique le week-end s'est terminé. Le Warrior n'avait que 54 ans. Je viens d'avoir 53, ça m'a frappé en faisant mes recherches. J'imagine. Et mon meilleur ami a fait un infarctus, et donc c'est un infarctus qui va emporter le Warrior. Il y a quelques semaines, mon meilleur ami a fait un infarctus. Donc, ça nous frappe encore plus là, aujourd'hui parce que j'ai maintenant l'âge que le Warrior avait à ce moment-là. Il y avait une historique familiale de ce côté-là. C'est sûr que les produits qu'il a pris ont tendance effectivement à raccourcir les années de vie de ton cœur, qui est un muscle, en lui imposant un rythme qui n'est pas nécessairement été conçu pour supporter. Mais tout ça est venu rajouter à sa légende. De cette façon-là, bien sûr, le Warrior n'a jamais pu se chicaner, n'a plus de chance de se chicaner puis de claquer la porte une autre fois avec la WWE parce que ce retour-là devait conduire un contrat de légende. Par contre, c'est Triple H là aussi là, qui avait mis en place cette entente-là pour un retour. D'ailleurs, sa femme Dana Warrior était à l'emploi de la compagnie par la suite, là, dans divers rôles, jusqu'à tout récemment, là, avec le rachat par Endeavor, là, où son contrat a été terminé. Là. Donc, qui était clairement un contrat très charitable envers la veuve du Warrior pour garder, parce qu'elle a travaillé dans le créatif, elle a travaillé dans les programmes de charité puis des choses comme ça. Était très impliqué dans le choix du Warrior Award, là, qui a lui aussi, semble-t-il, disparu du Hall of Fame. Il n'y en avait pas cette année. Qui est devenu un staple par la suite. Mais bon, on ne saura jamais jusqu'à quel point il avait vraiment changé ou jusqu'à quel point il était devenu quelqu'un de différent puis quelqu'un qui aurait pu travailler avec les autres. On ne le saura pas. C'est sûr que durant la période où il a été arrêté, il y a plein d'entrevues qui sont sorties depuis. Là, il avait fait plusieurs conférences très controversées, s'attaquant à toutes sortes de choses, dont la communauté LGBTQ. Donc, mais admettons que ça, en étant parti, ça évite de questionner puis d'aller très loin dans tout ça. Donc, pour sa légende, c'est potentiellement le meilleur parce que moi, j'aime me rappeler du combat contre Honky Tonk Man, du combat contre Hulk Hogan à WrestleMania et du combat contre Macho Man. Pour moi, c'est comme le point ultime du Ultimate Warrior, c'est à ce moment-là dans le temps. Pour moi, c'est l'époque où j'ai beaucoup aimé sa présentation. Par contre, c'est pas un gars qui était populaire backstage. Non. Avec ses collègues. C'est pas quelqu'un qui était populaire avec les annonceurs, hein, Marc? Ouais. Donc, c'est comme ça qui malheureusement... Je suis pas certain, moi, si en 3-4 ans, il m'a salué une fois. Et il rentrait à faire son entrevue, là. Lui et Hogan étaient vraiment dans leur bulle, là, mais lui, x10. Quand il rentrait, là, il attendait le cue, puis tout était un pied de micro, là. Tu sais, était vraiment spécial. Moi, écoute, le Warrior, c'est la course vers le ring. C'est les câbles qui brassent. Qui fait ça? Que j'ai vu ça récemment. Puis j'ai dit, Gaspard qui me fait penser. Ah, c'est OK. C'est un gars du Québec. Je pense que c'est Max Lemay qui fait ça. Que j'ai vu à Simmania. Puis ça m'a flashé. Puis
c'est ses couleurs. Tu sais, on a parlé il y a quelques semaines des robes de chambre de Du Macho Macho Man, Man. mais les manteaux, tu sais, j'ai plein de figurines, là, et les manteaux. D'ailleurs, celui qui portait à WrestleMania 30, de mémoire, il y avait encore un de ces Ouais, ouais. manteaux-là. Lui, il a fait vivre du airbrush, là, des gens d'airbrush, là. Ouais, oui, C'était ça. c'est un des premiers à avoir eu là, ces costumes faits de toutes les façons en airbrush. Puis même avant le airbrush, c'est quelqu'un que les gens se souviendront peut-être, là, il y avait son costume blanc, son costume bleu, son costume rouge, son costume orange. Tu sais, c'était quelqu'un qui était, une expression que j'aime beaucoup, qui était toyetic, tu sais, qui était Ouais, fait pour être transformé en un jouet jouet. et en plusieurs options. Tu sais, Rey Mysterio est un autre gars dont tu sais, on voit plusieurs costumes différents tout le temps, puis il y a plusieurs versions de lui en bonhomme ou en figurine, mais c'est un peu la même chose pour le Ultimate Warrior. Tu sais, moi, je me souviens, on dirait dans notre mémoire qu'il n'a jamais lutté deux fois le même match avec le même costume, Hum, hum. un peu comme Macho Man. Donc, Et, ça fait partie de ce qui vient nous marquer là, au niveau de la mémoire du personnage puis des souvenirs qu'on peut en avoir parce qu'il se démarquait du lot. Et ouais, c'est souvent la clé pour devenir une vedette. Là. Après ça, comment tu gères cette ça, gloire-là, c'est cette une autre affaire. popularité-là, ça, c'est une autre histoire. Mais on s'entend que c'est pas un gars qui était prêt à dire oui, oui à Vince tout le temps. Et malheureusement, il n'y en a peut-être pas eu assez de gens comme lui pour challenger Vince sur ses décisions ou demander plus que qu'est-ce que Vince pensait être suffisant. Je ne dirais pas juste, mais Ouais, suffisant. ouais, exact. Donc, c'est ça. C'est une héritage qui est partagé entre toutes sortes de choses, entre les bons souvenirs, les moins bons souvenirs, et tu sais, quel est son poids vraiment dans l'histoire puis dans les changements qu'on peut voir aujourd'hui. Tu sais, je pense qu'avec Endeavor, plus on va aller dans le temps, plus les conditions vont être de mieux en mieux pour le talent. Parce qu'une grosse compagnie va souvent voir ses pourcentages différemment versus les gens qui génèrent son talent. Il n'y a pas cette. C'est pas. Quand c'est une personne, c'est souvent bon, mais c'est mon argent. Ouais, C'est moi qui ai mis l'argent, puis c'est mon argent. Quand c'est une c'est ça. compagnie, il y a pas ce même sentiment d'appartenance au profit que peut générer l'entreprise. Donc, le Warrior, c'était quelqu'un qui disait, par contre, beaucoup, tu sais, que le talent avait une importance supérieure à ce qu'il était vraiment accordé. On le voit par contre avec All Elite que c'est peut-être pas toujours vrai. Tu peux avoir des bons talents, mais c'est toujours aussi la machine en arrière qui vient faire une Mhm. différence. Donc, c'est ça. C'est un héritage à continuer d'étudier. Je pense qu'on va se souvenir du Warrior. Son décès prématuré l'a rendu légendaire. Exact. Donc, à partir de là, je veux dire, ça fait partie des personnages mythologiques de la WWE. Puis, on va, comme seuls eux savent si bien le faire, effacer les moments moins glorieux et moins Ouais, beaux ouais. de l'histoire. On va les tasser sous le tapis, puis on va se souvenir que des beaux moments. Ben, c'est ça, les légendes, hein. Ce qui est légendaire, c'est que tu gardes le côté positif, puis tu scrapes le côté négatif, là, puis quand j'en ai parlé tantôt, je suis certain nos auditeurs là, entendent dans leur tête la musique partir, puis le voient courir vers le ring, puis tu sais combien de fois qu'il devait être parti de l'aréna sans même prendre de douche, là, tu sais. Ouais, puis je veux dire, il n'y a pas beaucoup de lutteurs que la mention de leur nom ou de leur entrée vont justement te déclencher ou ce que tu entends la musique dans ta tête. Et tu sais, tu peux peut-être compter sur les doigts d'une main les personnages qui vont déclencher des choses comme ça. Euh, Ouais. il y avait une connexion très, très spéciale. Et au final, ben, c'est ce qui va nous rester en tête. Bertrand Hébert, toujours un plaisir, toujours
très intéressant que tu puisses partager c'est l'histoire de ces moments, de ces personnes-là, ces lutteurs, comme tu le fais depuis un bon bout de temps. Et on a bien hâte de t'entendre sur euh, lutte internationale. Ça va être tout un sujet, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, là, c'est avant que je m'intéresse à la lutte. Alors, c'est un. Et beaucoup de jeunes auditeurs ou YouTube, je ne sais pas comment on peut les appeler. On ne peut pas les appeler des YouTubers, là, mais ceux qui nous Génération regardent. YouTube. Exactement, merci. Parce que ça l'a marqué le territoire du Québec et tout ça, là. Fait que ça sera à suivre ou à suivre, comme dirait l'autre. Bien sûr. Merci beaucoup, Bertrand Hébert. Bonne continuité, cher professeur. Les vacances d'été pour les professeurs arrivent à grands pas. Vacances forcées pour moi, mais bon, on va survivre. Et je dirais pas que tu n'es pas un vrai professeur parce qu'il faut rester kayfabe. Ouais, c'est ça. Jamais n'a une seule force créé l'intensité et l'énergie de l'Ultimate Warrior. Personne ne pouvait instantanément électriser la foule comme le Warrior. Tirant sa puissance de ses fans, le Warrior a très vite atteint le sommet de la World Wrestling Federation. Tout a commencé à WrestleMania 6. Devant 67 000 fans, il a vaincu Hulk Hogan, qui selon lui était immortel. L'année suivante, il a bouleversé le monde à WrestleMania 7 avec une victoire contre le Macho Man Randy Savage. Mais ensuite, le mystique est devenu un mystère. Il a disparu. Mais pendant son absence, sa légende a continué à grandir. Donc, on est de retour. Comme tu as vu, mon cher Ansem, il y avait beaucoup, beaucoup d'informations, le professeur. Oui. Ça nous donne une bonne idée du personnage et tout ça. Et comme on l'a dit avant l'entrevue de Burt, Martin, c'est un gars qui a été touché par le Ultimate Warrior. Il nous parle du lutteur, il nous parle aussi du Hall of Fame et de la fin. Ça l'a rendu très triste. Alors, comme c'est quelqu'un que tu trouves qui te fait penser à Patrick Zabé. Ah, Lou. Sans plus tarder, ou le café. un de nos meilleurs auditeurs, celui qui participe énormément sur toutes les questions, puis qui semble aimer énormément nos catchphrases, nos petites mimiques, nos petites affaires. Donc, oui, tu sais que lui, il travaille dans un centre de location. Non. À Lou. Et boy, comment terminer ça plate pour présenter un auditeur extraordinaire? Martin! Ah, Lou. On est content de retrouver Martin Aloulou. Comment vas-tu? Ça va bien, Marc, et toi? Oui, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est parlé. Oui, ma première présence au CIM, c'était sur les ondes de BPM Sport. Puis, je parlais justement de WrestleMania que j'avais assisté. Puis, content d'être là avec toi aujourd'hui. Et on va avoir un peu plus de temps qu'à la radio. Oui, exactement. Et Martin, je voulais te parler parce que l'épisode de cette semaine sur le Ultimate Warrior ou Warrior, écoute, ça suscite beaucoup de commentaires et je te dirais qu'à première vue, et on va en lire plusieurs pendant l'épisode de Ansem et moi, mais à première vue, c'est pas mal plus négatif que positif. Et quand j'ai lu ton histoire ou ton commentaire, c'est sûr que quand tu écris, c'est moins long que quand on peut se parler. Ça m'a intrigué. Alors, toi, d'abord, c'est le Ultimate Warrior, c'est positif pour toi. Oui, je te dirais que même ça a commencé. Moi, j'étais enfant, puis j'ai commencé à suivre la lutte au même moment que le Warrior arrivait. Puis son personnage,
ses costumes, son maquillage, son intensité m'a vraiment accroché. Et puis, j'ai trouvé que le personnage était vraiment hors nature. Puis comme enfant, ben, tu sais, t'as pas vraiment, tu focuses pas sur les wrestling skills et tout. Fait que, comme enfant, j'ai vraiment apprécié le Warrior. Mais je te dirais que euh, plus tard, quand j'étais moins un fan néophyte, j'ai vraiment vu que le Warrior était le personnage était plus fort que le lutteur parce que, comme tu sais, Marc, ses matchs étaient courts et puis, on va se dire, Warrior il avait 3 prises. Mais je te dirais que pour moi, le personnage, c'est positif, mais je sais qu'il ne fait pas l'unanimité par sa personne et par, justement, le lutteur qui était. Mais Martin, si, écoute, je te dis ça, dans le fond, moi, je suis un promoteur de lutte. Je l'ai fait avec TOW, je le fais avec Simmania. Pardon. Qu'est-ce que je recherche, moi, quand j'engage quelqu'un ou que je veux qu'il crée quelque chose parmi la foule? J'ai-tu besoin d'avoir juste des bons lutteurs? J'ai-tu besoin d'avoir juste des personnages qui font des courts combats ou j'ai besoin d'un amalgame de tout ça? Donc, selon moi, selon moi, dans ces années-là, tu as besoin, et encore aujourd'hui, tu as besoin d'un mélange de tout ça. Donc, honnêtement, je pense que c'est pas fair, c'est pas juste envers Jim Elwig de parler de ses skills parce que il n'était pas là pour ça. Effectivement, puis tu sais, la lutte, tu le sais bien, la lutte à ce moment-là, on était plus dans les personnages que dans faire un combat de 60 minutes. Puis le Warrior aussi, tu sais, je te dirais, tu me dis qu'il y a eu beaucoup de commentaires négatifs, mais sur place, vraiment, les gens ont donné une vague d'amour au Warrior, vraiment. Puis même, il y avait un buzz quand il a été nommé la tête d'affiche du Hall of Fame. Tu sais, je veux dire, oui, t'as des haters, mais à la fin, là, le Warrior, c'est quelqu'un qui a remarqué l'imaginaire. Puis c'est un personnage, tu sais, qui est au même titre que le Macho Man et puis Hulk Hogan. Tu sais. C'est quelqu'un qui a traversé le temps. Puis, comme il l'a dit dans sa promo à Raw, oui, ma carrière était en montagne russe, mais à la fin de la journée, vous allez se rappeler de moi pour toujours. Tu sais. Ben oui, et comme tu dis, tu l'as mis dans la même enveloppe que Hogan et Macho Man. C'est sûr qu'au niveau des skills, il se rapproche plus de Hogan qui était moins technique que Macho Man qui lui pouvait vraiment te donner de la qualité. Mais encore là, et l'autre différence avec aujourd'hui, que peut-être que les haters ne se souviennent pas ou ne mettent pas en considération, c'est les enfants. Tu sais, les enfants dans les années 80-90 étaient un public très recherché par les fédérations de lutte, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Oui, mais comme je t'ai dit tantôt, dans le fond, moi, l'Ultimate Warrior, j'ai été accroché par lui étant enfant. Tu sais, puis je trouvais ça bien drôle quand il luttait avec son maquillage, puis son maquillage m'a vraiment attiré, puis que son combat durait pas longtemps, mais qu'on voyait à la fin tout son maquillage ôté, puis qu'on voyait son visage. Ça me faisait rire, mais j'étais vraiment accroché, puis même l'intensité, tu sais, même sa course pour aller au ring, tu sais, on s'en rappelle. Et oui, moi, je l'ai mis dans la même classe que Macho Man, mais on s'entend que Macho Man, tout le monde se rappelait de lui, pas nécessairement pour ses matchs, mais pour ses promos, pour ses entrevues. Tu sais, fait à la limite, le Warrior, il est dans côté personnage, il est aussi légendaire que les deux autres, là, tant qu'à moi. Là. C'est-tu toi, Martin, qui m'a parlé que tu avais été voir un événement, je pense, sur écran géant, un WrestleMania, puis tu avais eu peur ou je sais pas quoi, le compte de ça un peu? Ben non, j'avais pas eu peur. Je te dirais que c'est WrestleMania 30. Nous, on y allait,
je t'avais dit qu'on y allait de toute façon pour le 30e, mais quand on a su que c'était l'Ultimate Warrior, le jeune fan en moi avait vraiment été content de ça. Puis je te dirais que sans faire d'historique sur l'Ultimate Warrior, on l'a vu même dans le documentaire 24 que il a vraiment fait une réconciliation avec Vince. Puis, tu sais, au Hall of Fame, vite fait, là, à cette époque-là, en 2014, c'était des longues soirées. Puis, l'Ultimate Warrior a vraiment pris le temps d'avoir un discours fleuve, contrairement à d'autres comme ton bon chum Jake the Snake Roberts, qui était intronisé la même année, qu'on salue d'ailleurs, il est sûrement à l'écoute. Euh, puis, tu avais aussi des discours plus courts comme celui de Scott Hall, rentré comme Razor Ramon, qui a fait 3 catchphrases, puis c'était fini. Puis, tu as aussi Mr. T, qui a fait un discours tellement long que Kane a intervenu parce qu'on avait fait le tour des anecdotes d'enfants de 3 ans avec sa mère. Mais si je reviens à Ultimate Warrior, c'était une longue soirée, mais Vince, il a vraiment donné le temps de dire ce qu'il avait à dire. Et puis, tu sais, quand on parlait de hater tout à l'heure, c'est sûr que le documentaire, je ne sais pas si tu as vu le documentaire Self-Destruction sur l'Ultimate Warrior. J'ai vu, le seul que j'ai vu, c'est Dark Side of the Ring. OK. Mais le Self-Destruction, c'était produit par la WWE. Et puis, vraiment, on dépeint un homophobe, on dépeint une personne négative. Fait que je pense que ça l'a créé, justement, tu sais, à l'image négative qu'on a de lui. Puis, Vince, il a vraiment donné la chance de régler ses comptes. Puis, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, mais je te dirais qu'il y a aussi du positif à son discours. C'est lui qui a dit que la WWE devait récompenser ou honorer des personnes dans l'ombre. Ça a mis en place le trophée Warrior. Justement, sa femme qui présentait le trophée. Et puis, vraiment, ce que moi j'ai aimé, c'est quand il a dit, puis ça va te rejoindre, Marc, qui est vintage depuis 1958. Il a dit, tu sais, le monde de la lutte, oui, tu sais, avant, c'était comme moins ce que c'est aujourd'hui, mais il a dit l'impact sur la culture populaire, juste dans le monde du sport, vraiment, là, tout le monde veut parler de la lutte. Au Centre Bell, tu le sais, on a des chansons de lutteurs. Fait qu'il disait, tu sais, tous les sportifs, les joueurs professionnels veulent copier les lutteurs, mais tu vois jamais un lutteur copier un joueur professionnel. Fait que ça, j'avais vraiment aimé ça. Puis c'est vrai parce que, tu sais, avant, les joueurs, avant que la WWE, d'ailleurs, envoie des ceintures, les joueurs, tu sais, avaient des ceintures quand ils gagnaient un championnat. Fait que, oui, j'ai vraiment aimé, même si c'était long en tabarouette, j'ai vraiment aimé la cérémonie du Hall of Fame. C'était un peu ça que je voulais te dire quand j'étais à WrestleMania 30. Tu sais, puis si je peux poursuivre, dans le fond, Vince puis Warrior, c'est vraiment la réconciliation. Ça me fait penser avec toi puis Maltais, dernièrement. Mais tout ça pour dire que, puis tu le vois dans le documentaire 24, tu sais, Warrior a vraiment pris le temps même de faire la paix avec Hogan. Tu le vois qu'il revenait dans la grande famille par la grande porte. Puis, je te dirais que ça a rendu spécial son décès, mais juste avant ça, à Raw, tu sais, c'est rare que Vince laissait l'intronisé faire une promo. Puis, Ultimate Warrior a eu la chance de boucler la boucle. Puis, même moi, en étant sur place, on voyait que le Warrior, il avait la face rouge, il était essoufflé, il est rentré dans le ring, il brassait les cordes, puis c'était vraiment éprouvant. Mais, puis, ça qu'il disait, dans le fond, c'est que oui, j'ai eu des hauts et des bas, mais à la fin, vous allez se rappeler de moi pour l'éternité. Puis, tu sais, mais on se doutait jamais, Marc, que le Warrior allait décéder le lendemain de Raw, là, tu sais. Mais ça a rendu ça magique. C'est les 3 événements que tu parles, l'intronisation, Raw et son décès le lendemain. Écoute, moi, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien là, que j'essayais de comprendre ce qui est arrivé. Puis
comment ça, puis tu sais, si son décès est arrivé 2 mois après, ça n'aurait pas eu, mais tu sais, directement là, dans ce 3-4 jours-là, c'était comme ça se peut pas, là. Tu sais, mais, mais oui, t'as le deux côtés, tu sais, il y a des gens. Moi, je l'ai côtoyé, puis je pense qu'ils ne m'ont jamais adressé la parole, même si je faisais des entrevues avec. Et, puis dans mon bureau, là, je regarde, j'ai une photo avec lui. Si j'ai pris une photo avec lui, c'est une photo qui a été prise au forum, ben c'est parce qu'il a accepté, puis il est quand même venu. Donc, tu sais, c'est pas. Tu sais, des fois, je parle de Ric Flair qui m'a niaisé pendant je ne sais pas combien d'années à WCW. Oui, oui, je m'en viens, puis il n'est jamais venu aux entrevues. Mais c'est un personnage, moi, je pense qu'il a été construit, comme on l'a dit tantôt, pour les jeunes, tu sais, les couleurs. Mais dans ce temps-là, c'était ça. Ah oui, le C'est- fluo, c'est- ça accrochait le fluo. Tu sais, on en a parlé, je pense, avec Bertrand Hébert. Tu sais, lui, il devait avoir plus qu'une personne à plein temps sur le airbrush, là, tu sais, Oui, puis le oui, oui. fluo, là. Mais ça reste que un personnage qui, tu vois, moi, je viens d'avoir 66. Toi, tu as quel âge, Martin? J'ai 40. Oui. Euh, Vintage depuis 1983. Et puis, tu sais, ça nous a marqué. Tu sais, on a quand même 20 quelques années de différence. On a 26 ans de différence. Puis Ultimate Warrior, pour toi, pour moi, c'est un personnage. Moi, j'ai une tablette pleine là, de figurines, puis de toutous. Puis, tu sais, j'en ai une de Hogan, j'en ai une de Warrior, j'en ai une de Macho Man, une de la NWO. C'est des personnages ou des moments dans le monde de la lutte que tu veux immortaliser. Oui. D'ailleurs, la WWE avait fait une statue grandeur nature du Warrior. Donc, il était revenu vraiment dans la grande porte. Puis, tu sais, je vais faire un lien justement avec Macho Man. Tu sais, oui, le Warrior a quitté soudainement. Puis moi, je me rappelais, on était à l'aéroport. Puis on a reçu une notification, il est décédé. Mais, tu sais, il a eu le temps de faire la paix avec Vince. Il a eu le temps de revenir par la grande porte. Il a eu le temps de faire la paix. Il a eu le temps d'avoir sa vague d'amour-là qu'il y a eu par les fans. C'est ce que Macho n'a pas eu. Parce que Macho est encore en chicane avec Vince. Ouais. Macho a pas eu le temps de décider trop vite. Puis il n'a pas eu le temps de revenir par la grande porte. Puis on aurait eu le même, peut-être même plus, moment magique, historique. Mais malheureusement, Macho Man a été intronisé d'une façon plus discrète, alors que c'est un personnage qui est un peu comme le Warrior puis Hogan, qui est plus grand que nature, qui aurait mérité justement qu'on entende ce qu'il a à dire. Puis, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé. Mais pour le Warrior, je pense que c'est émotif quand on en parle parce qu'il est décédé, mais il a eu le temps de faire ce qu'il avait à faire. Puis, tu sais, comme on dit des fois, il me reste plus juste à mourir. Ben, c'est un peu ça pour le Warrior. Exact. Puis dans le fond, un peu ce qu'on dit ce matin ou ce que tu dis, c'est faites la paix avec les gens autour de vous. Ça donne rien de garder toute cette amertume. Ou, je sais, moi, il y a du monde que j'aime pas, puis j'essaie de les éviter. Puis, mais tu sais, lui, il doit s'être senti tellement bien. Tu sais, je pense tantôt, tu parlais de Jake the Snake. On le salue, il est sûrement à l'écoute, comme tu as dit. Mais je pense que ce soir-là, également, se sont réconciliés. Là, oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il en parle dans le documentaire, justement, dans les lutteurs qui devaient se régler des comptes ou des situations. Jake the Snake, c'était parce que Jake, à un moment donné, backstage, vu que le Warrior n'était pas facile, il était quasiment venu au coup. Là. Donc, puis oui, il en parle, Jake, il n'y avait pas une grande estime, mais il a quand même eu le temps de faire la paix, puis ça fait juste grandir les gens. Puis, comme tu as dit, ça ôte un poids sous les épaules, puis sur les épaules, puis dans le fond, ça rend juste ça plus intéressant pour les fans. Parce que, tu sais, on parle, tu sais, le Hall of Fame,
on peut dire ce qu'on veut de ça, que c'est une gimmick, tout ça, mais c'est pour les fans. Puis, tu sais, oui. On combien, aime ça. combien de fois qu'on entend, hey, on veut Owen Hart, puis la femme de Owen, la veuve, veut pas qu'il rentre. Mais tu sais, à la fin, c'est les fans qui sont privés d'un moment. Le lutteur, oui, mais c'est les fans qui sont privés. Mais dans ce cas-ci, tu sais, tu disais tantôt, il était pas facile backstage, c'est un personnage, puis on le voit dans les documentaires, c'est vrai, là, c'est ce qui a été dit. Il était dans sa bulle, mais à la fin, il nous a tellement marqué qu'on a eu le temps de dire, hey, merci Warrior. Incroyable comment vous êtes un sage homme, Martin Aloulou, à seulement 40 ans, et avec cette barbe douteuse, mais... Mais, Marc, j'ai des mollets d'acier, moi aussi. Je peux rentrer dans le club, mais je vais te laisser le mullet man et le mullet hater. Je vais juste me consoler avec le fait que j'ai des mollets d'acier. Mais je te dirai pas si je suis gros ou pas. Mais toujours un plaisir, Marc. Oui, merci beaucoup, Martin. Oui, c'est vrai que je vais être là le 20 juillet pour te saluer. OK, j'espère que tu vas être là le 12 juillet pour Simmania 6. Oui, monsieur. Ça va être quelque chose sur la rive sud, enfin. OK, Martin, je te laisse là-dessus. Un gros merci. Et on se reparle pour un autre épisode du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, ça termine ce podcast fort intéressant sur l'Ultimate Warrior. Très chargé, comme je le dis, mais un personnage qui laisse personne indifférent. Je pense que c'est le 4e personnage qu'on a fait Macho Man, on a fait Hulkamania, on a fait Bret Hart. Ouais. Et là, on fait Ultimate Warrior. Qui sera le prochain? Peut-être Goldberg, peut-être Sting, peut-être Ric Flair, sait-on jamais. Ouais. Mais je veux terminer en vous montrant les billets de Slammiversary. On en a une douzaine de passés de la section Sim. Oui. Alors, c'est 25 $, c'est admission générale, c'est tous les chums de la section du Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, qui se retrouvent dans la même section. On a 50 billets, donc il en reste peut-être 37, 38. Vous m'écrivez en privé, on me fait plaisir de vous poster ça pour la soirée Slammiversary. Comment ne pas encourager notre ami PCO qui met 23 heures par jour là-dessus. Ouais. Fait que ça vous fait 2 gros événements de lutte en juillet. Simmania 6, vendredi le 12 à Sainte-Madeleine au Parc des Loisirs. Billets en vente, lepointdevente.com. Et samedi le 20 juillet, c'est la fête à Handsome GF. Oui. C'est Handsommiversary. Voilà. Et on sera tous là pour te faire la bascule, te mettre un gâteau dans le visage. Hey, je suis prêt à tout. Te faire un échange de cadeaux plates. Oui, mais sachez, les auditeurs, qu'on va être là aux abords du ring, comme on le fait à l'habitude. On est sur la route avec TNA. Là, c'est à Montréal, à l'Auditorium de Verdun. Venez en grand nombre, nous encourager PCO qui sera avec Destro et toute la gang des bras de fer d'à travers la planète. Mais Marc et moi, on va être là ringside pour commenter l'action. On va sûrement avoir des séquences live avec vous dans la salle. On a besoin de votre énergie. Ça va être un super bon show. Les histoires sont en train de se dessiner à Impact Wrestling. On a eu le retour de Jeff Hardy vendredi dernier à Against All Odds qui a eu lieu à Chicago, qui est venu aider dans la finale. Donc, les Hardy Boys sont là. Nick Nemeth est là. De l'autre côté, on a le système. Marc fait confiance au système. Exact. Myers, Edwards. On a PCO, on a Mike Bailey. Je m'emporte, mais tout un roster, tout un groupe de lutteurs à TNA Wrestling. Et soyez à l'affût parce que PCO travaille fort pour qu'on organise avec le Boombox, tout ça, un tailgate party. Fait que, ce serait le fun. All right, la semaine prochaine, on parle de lutte internationale. Alors, pour les vieux de la vieille, comme mon ami Gaétan Julien et ceux qui ont connu cette période-là avant l'arrivée de Vince McMahon et la WWE, WWF, ça va être très intéressant. On va essayer de dénicher, outre Bertrand, bien sûr, quelqu'un d'autre pour nous parler de cette compagnie de lutte qui s'appelle Lutte Internationale. Et Marc, de quelle façon
On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En disant, soyez-y, mesdames, messieurs.